Donc l'intérêt général, voilà, c'est de ça dont on va parler. Et c'est de ça dont on va parler pendant 2 jours. Ce grand débat va nous permettre de lever un certain nombre de premières questions. Mais c'est bien ce qui nous occupe tous. Et comment ce nouveau cadre réglementaire et de coopération va influencer sur les données géographiques. Alors, pour aborder cette question, nous sommes nombreux parce que effectivement tout le monde a des choses importantes à dire et tout le monde a des points de vue à faire valoir. Vous l'avez vu, nous avons peu de temps. Il nous manque Éric Bothorel, donc député de la 5e circonscription des Côtes-d'Armor et auteur du rapport sur la stratégie des données et qui, alors malheureusement, je vous l'avoue tout de suite, devait être en visio avec nous en direct, mais il a su il y a 3 jours que ça ne serait pas possible, donc nous l'avons préenregistré. Donc vous verrez, il y a un changement de tenue vestimentaire qui n'est pas un don d'ubiquité, puisqu'on a fait l'interview à l'avance. Donc pour aborder cette question, donc Thomas Cotinet, directeur donc de l'Ecolab au ministère de la Transition écologique, qu'il nous présentera, bien entendu. Alain Bourgaud, directeur adjoint de Suisse Topo. Jacques Béas-Garcia, qui est responsable de la filière Observation de la Terre et Économie des données au CNES. Aude de Touché, donc, qui est directrice de l'agence Auré. Donc vous nous expliquerez aussi ce que c'est. Ensuite, Bertrand Montubert, donc le nouveau président du CNIJ, mais aussi président d'OpenIG, et puis d'une autre structure, Equitia, ex-Occitanie Data. François Péruzel-Morin, donc directeur de la RGD Savoie-Mont-Blanc, Régie des données Savoie-Mont-Blanc. Ensuite, Éric Talgotte, alors Éric, entrepreneur, vice-président de la FIGEO, et notamment en charge du pôle entreprise. Et enfin, Sébastien, last but not least, comme on dirait, Sébastien Soriano, donc directeur général de l'IGN. Donc merci vraiment à tous d'être là. Ce que je vous propose en introduction, c'est qu'on passe tout de suite la vidéo d'Éric Bothorel, puisque finalement on lui a posé les questions qu'on va ensuite essayer de se poser les uns avec les autres. Alors je vais faire ce que j'ai toujours rêvé de faire, Magnéto Serge. En fait, il s'appelle Pierre-Paul, mais c'est pas grave. Merci de nous accueillir dans votre bureau. Alors, on souhaitait vous poser quelques questions sur votre rapport pour une politique publique de la donnée qui a été remis au Premier ministre en fin d'année dernière. D'abord parce que c'est un rapport qui parle beaucoup d'informations géographiques. Vous prenez beaucoup d'exemples dans le domaine de l'information géographique, et puis parce que c'est un rapport dans lequel vous avez un long chapitre sur la notion d'intérêt général. Et la question qu'on se pose, c'est pourquoi avoir fait appel à cette notion d'intérêt général? Qu'est-ce que les notions qui ont été développées dans des rapports précédents, tels que l'open data, bien entendu, mais aussi la notion de données publiques, de données souveraines, ne couvraient pas? Qu'est-ce qu'il fallait couvrir à travers ce nouveau rapport? Alors d'abord, j'ai le plaisir de vous accueillir dans mon bureau, mais j'aurais préféré que ce soit l'inverse et que vous ayez le plaisir de m'accueillir au Géodata Day. Mais pour des raisons d'agenda, vous aurez compris que je ne peux pas être physiquement avec vous aujourd'hui. Pour autant, je vais tenter quand même de répondre à vos questions. Vous mentionnez le sujet des données d'intérêt général et vous me posez la question de savoir finalement pourquoi on a évoqué le sujet. Alors, je pourrais faire une réponse très simple et très rapide en vous disant que cela faisait partie de la lettre de mission qui m'avait été remise par Édouard Philippe, mais cette réponse serait trop courte. Je dois avouer aussi que la notion de données d'intérêt général, elle n'est pas née de la rédaction de la lettre de mission. Elle est née parce qu'elle s'est inscrite dans les débats. Je me souviens notamment du Conseil national du numérique et d'autres encore, qui poussant dans le retranchement ce qui avait été qualifié et ce qui avait été précisé dans le droit des différentes notions. Alors elles ne sont pas toutes au même niveau qualifiées, mais vous les avez nommées, que ce soit l'open data, que ce soit les données publiques ou les données souveraines. Il manquait incontestablement des éléments pour pouvoir traiter des sujets qui font qu'à un moment donné, on puisse avoir besoin de données produites par le secteur privé pour des intérêts qu'on va qualifier de généraux, mais des intérêts essentiels, des intérêts publics.
Et donc, le Premier ministre m'a demandé d'explorer, finalement, dans le cadre de cette lettre de mission, d'explorer ce que pourrait être la définition des données d'intérêt général, ce à quoi nous nous sommes attelés. Je dis nous, puisque cette mission, ce n'est pas la mission Éric Bothorel, c'est une mission avec une quinzaine de personnes issues des différents corps d'inspection, ainsi que mon collaborateur, et je rajouterai volontiers Stéphanie Combe, patronne de Data Health, et Renaud Vedel, qui était en son temps notre coordinateur national de la stratégie de l'intelligence artificielle. Donc, nous avons fait œuvre collective autour de ce sujet de la donnée d'intérêt général pour aboutir, je le dis d'emblée, finalement, à la suggestion que cette donnée d'intérêt général ne trouvera pas sa place en termes de capacité à pouvoir, en tout cas, on aura toutes les peines du monde à pouvoir définir ce qu'est une donnée d'intérêt général, ce qui peut sembler assez brutal, parce qu'on a tous en tête ce qu'est l'intérêt général. C'est pas forcément quelque chose qui est partagé de manière équitable et surtout avec les mêmes définitions. Et donc on voit bien ce que pourraient être les projets d'intérêt généraux qui manageraient de besoins de croiser des données, alors qui viennent du secteur public bien évidemment, mais surtout du secteur privé. On a tous en tête, par exemple, des sujets. La pandémie en est un exemple, mais on pourrait penser à d'autres éléments comme le changement climatique qui nécessiteront demain de pouvoir comprendre les causes d'un certain nombre de processus, et que pour pouvoir les comprendre, eh bien, cela passera par l'analyse du big data, de l'analyse de données, de l'intelligence artificielle, en tout cas la possibilité de faire tourner des algorithmes pour aller encore plus loin, et que donc on aurait besoin de ces données issues du secteur privé. Alors, comment on fait pour embarquer ces acteurs privés dans une stratégie autour de l'intérêt général? Parce que c'est pas la même chose de discuter avec un Google, un Waze, un Uber ou un Airbnb qui peuvent nous dire des choses sur nos mobilités, nos façons de nous loger, ou de discuter avec un opérateur de réseau qui a une délégation de service public, ou encore de discuter avec une entreprise privée qui fabrique des données pour des politiques publiques, en fabriquant par exemple des jumeaux numériques d'infrastructures. Comment on fait pour embarquer tout ce petit monde? Oui, vous avez parfaitement raison, et la façon dont vous introduisez les choses me laisse à penser que il faut qu'on traite ce sujet quasi au cas par cas. Et finalement, vous donnez raison quasi à la conclusion à laquelle nous arrivons, c'est que il peut pas y avoir d'approche systémique ou générique. En tout cas, on échouerait à vouloir avoir une approche systémique ou générique de la définition des données d'intérêt général. Et donc, la clé d'entrée finalement du meilleur partage de ces données qui peuvent avoir un intérêt général issu du privé, elle repose sur des leviers qui sont activés au cas par cas. Alors, il y a peut-être deux enjeux qui vont apparaître et qu'on mentionne dans notre rapport. Le premier, qui est peut-être celui qu'on n'a pas forcément tout à fait mentionné, mais qui est déjà en train de se constituer en France, c'est finalement avoir une gouvernance multiniveau de la donnée. Vous pouvez imaginer des éléments qui sont d'ordre sectoriel, des éléments qui permettent de distinguer des normes de rang national ou des normes de rang local. On voit assez bien qu'il y a un certain nombre de choses qui ont été écrites notamment pour les collectivités et les collectivités territoriales qui sont appliquées ou qui ne le sont pas, mais qui demandent à l'être un peu plus. Hein. Je pense notamment quand on contractualise au travers d'une DSP ou d'une concession, il y a bien des éléments issus de la loi Le Maire entre autres qui permettent à la collectivité de formuler en fait le droit à accéder aux données qui sont ainsi générées par celui qui exerce le contrat pour lequel on l'a missionné. Une fois qu'on a dit tout ça et qu'on a ces différentes approches au niveau des différents secteurs, ou en tout cas des différents échelons, et revenant sur l'histoire du cas par cas, je pense que il faut aussi être dans une approche progressive. Le dernier étage de la fusée, ça peut être la contrainte, ça peut pas être la règle. On a déjà dans notre droit un élément qui permet à la puissance publique de réquisitionner les biens et les services. Nous avons formulé le souhait que on puisse y intégrer les données. Mais évidemment, ça se fait pas tous les 4 matins et ça se fait dans des conditions bien particulières. Et donc, ça ne règle pas le problème du tout venant. Et pour le tout venant,
la logique sur laquelle on a formulé nos propositions, c'est plutôt celui de l'incitation. Et pourquoi pas, y compris économique, en prévoyant des structures, des dispositifs d'accompagnement qui visent à aligner les intérêts, et à coordonner les acteurs et à faire en sorte qu'ils se parlent. C'est un peu d'ailleurs l'esprit de la refonte de l'ACDAC et de l'AMDAC, le médiateur de la donnée d'intérêt général, qui ont été retenus comme étant les pistes du rapport qui sont mises en œuvre aujourd'hui par le Premier ministre et notamment par Amélie de Montchalin, qui est en charge d'un certain nombre des aspects des conclusions du rapport. Et on est plutôt sur un modèle où on est sur quelque chose à plusieurs étages. D'abord, distinguer peut-être les notions de gouvernance et puis ensuite regarder les modalités selon lesquelles on peut inciter à ce partage. Mais je ne crois pas à une règle. D'abord, si on prend les choses dans le bon sens, dans la mesure où on échoue à la définition de quelque chose qui permettrait de trouver sa place dans notre droit avec une définition robuste, on se résout donc à traiter le sujet avec plusieurs clés d'entrée. Et c'est pour ça que je vous parle à la fois des modalités à la fois de gouvernance et après d'un point de vue plus de mise en œuvre ou de praticité, ces éléments qui consistent à regarder les choses de manière progressive. Il ne s'agit pas de se mettre le secteur privé à dos en disant quoi que vous fassiez, quels que soient les éléments que vous produisiez, toutes les données que vous allez produire, elles vont tomber dans l'escarcelle du bien public. Voilà. Il y a des modèles qui nécessitent d'avoir ces données et je crois à l'économie de marché aussi. Votre rapport a déjà quelques mois et il s'est passé pas mal de choses depuis, ça a bougé. Il y a eu notamment la circulaire du Premier ministre en avril. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit point d'actualité? Où est-ce qu'on en est dans vos différentes recommandations et vos différents axes de travail? Alors oui, je vais le faire avec beaucoup de plaisir parce que le Premier ministre m'en a confié la mission en même temps qu'il recevait les préconisations et les recommandations qui étaient les nôtres, un peu plus de 30. Alors, on pourrait répondre de manière simple en disant on a ouvert des jeux de données supplémentaires, mais le match, c'est pas simplement d'ouvrir des jeux de données supplémentaires et les recommandations qu'on a formulées allaient bien au-delà. Mais à ce stade, on peut déjà dire que la gouvernance interministérielle sur les données, l'algorithme et les codes sources a été refondue, qu'on a désormais un administrateur de données qui est désigné dans chaque ministère, qui se réunit tous les 2 mois sous l'animation de la DINUM, et que la ministre, parce que c'est Amélie de Montchalin, et j'en parlais tout à l'heure, a présidé le premier échange qui a eu lieu en juin. Donc là, les choses sont déjà engagées. Le ministère de la Transformation de la fonction publique a aussi largement investi dans un plan de relance sur les projets liés aux données, avec plus de 69 projets financés pour à peu près 14 millions d'euros. Et tous les projets qui sont financés sont évidemment disponibles en open data. Data.gouv.fr, pour ceux qui le consultent, vous avez pu observer que il a été refondu et en tout cas amélioré dans son interface. Ensuite, on a des choses qui vont arriver. Je pense au projet de loi 3DS et l'article 50 qui va permettre d'accélérer de manière considérable le partage de données entre administrations. C'est un des points qui nous paraît essentiel parce que le partage viendra le principe par défaut plutôt que l'exception. L'article 52, qui n'est pas négligé, permettra d'accélérer lui aussi la constitution d'une base adresse nationale. Et ça, c'était un élément clé de notre souveraineté parce que c'est une donnée qui est très utile au service public comme au privé. Et puis enfin, et ça c'était aussi attendu, chaque ministère a préparé une feuille de route sur les données, algorithmes et codes sources qui avait été demandée, qui a été remise le 15 juillet. Les équipes du ministère de la Transformation de la fonction publique sont en cours d'expertise et d'analyse des feuilles de route qui ont été transmises. Et deuxième quinzaine de septembre, les feuilles de route seront rendues publiques. Alors après, je l'ai dit tout à l'heure, on aurait pu se contenter simplement de faire l'inventaire des jeux de données qui n'étaient pas ouverts et puis de finir d'ouvrir ceux qui n'étaient pas encore. Enfin, il y en avait quand même. Et donc, il n'était pas question de passer à côté. Et donc, on a des ouvertures de jeux de données ou d'API ou de code source qui sont en cours. Je vais citer ici les permis de construire, les fichiers fonciers de personnes morales, les données sur les établissements scolaires, les prix des contrôles techniques. Et il y en a bien plus que ça, parce que déjà, dès février, il y avait eu un certain nombre de jeux de données qui avaient été ouverts de manière assez spontanée après la remise du rapport. Ensuite, je disais tout à l'heure, la préfiguration d'un rôle de médiation. On est plutôt sur un calendrier d'ici la fin de l'année pour vérifier que tout ça est conforme
à l'idée qu'on se fait que ça pourrait être utile aller plus loin sur le sujet de l'intérêt général. Alors, dernière question, parce que nous avons peu de temps, mais on pourrait discuter pendant longtemps, c'est est-ce que vous êtes confiant? Où est-ce que vous pensez que vont être les principaux freins à cette mise en place d'une véritable politique publique de la donnée? Non pas par optimisme béat ou par construction lente, je suis plutôt confiant en général, mais la confiance, ça se décrète pas, ça s'entretient et ça se construit. La confiance, elle s'entretient que si on a des actes qui permettent de mesurer que les choses évoluent. On est plutôt sur une très bonne trajectoire. Est-ce que pour autant c'est gagné d'avance? Quand on est de ceux qui ont écrit dans le rapport qu'un des freins les plus importants étaient les freins culturels, on va dire que les freins humains, vous savez, le fameux je ne veux pas ouvrir mes jeux de données parce que s'ils sont de mauvaise qualité, peut-être que d'autres vont dire que j'ai mal fait mon travail, etc. Ça, c'est des choses qui peuvent revenir assez naturellement. Donc en fait, tant qu'on aura un portage politique, tant qu'on aura une incarnation de la nécessité et de la volonté d'aller toujours plus loin sur l'ouverture, la diffusion, la mise en commun, eh bien, je dirais qu'on a les conditions de base réunies pour lancer les impulsions qui ensuite trouvent leur traduction dans des éléments extrêmement concrets. Mais vous savez très bien que parfois, on peut se décourager, parfois, on peut changer telle ou telle personne à la telle ou telle administration, ou même de ministre. Et donc, c'est un feu qui s'entretient. Et je suis de ceux qui, jusqu'au dernier jour de leur mandat, continueront de vérifier que ce sur quoi nous nous étions engagés et qui fait suite encore une fois à ce rapport et à d'autres, nous allons le tenir. Donc, je suis confiant, déterminé et pas naïf. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Botorel. Et puis, on espère vous accueillir de visu, en chair et en os, une prochaine fois. Et on souhaite, effectivement, bonne continuation et bonne réalisation à toutes vos préconisations. Mais écoutez, ce sera avec beaucoup de plaisir. Et puis, je regrette vraiment de ne pas être présent à cet événement parce qu'il constitue en partie un des éléments de réponse à la question que vous posez tout à l'heure. Je parlais de portage et d'incarnation politique, mais en vrai, si à côté de ça, il n'y a pas un certain nombre d'acteurs dans la communauté de producteurs, dans la communauté de réutilisateurs, qui sans cesse investiguent des champs nouveaux, explorent de nouvelles possibilités, les choses s'arrêtent. Donc oui, vive les Geodata Days, bravo au travail qui est accompli chaque jour par l'ensemble des équipes qui travaillent d'ailleurs de manière beaucoup plus large sur les sujets de données géographiques. Et puis c'est des vrais enjeux, c'est fondamental, c'est important. Et donc moi j'espère vraiment pouvoir un jour faire les choses in real life, comme on dit. Eh bien, ce sera avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Merci. On l'applaudit même à distance. Je pense qu'il va falloir parler fort parce que même si nous avons bien compris qu'il ne pleuvait jamais à Grenoble, je pense que nous vivons là une petite exception. Donc j'espère que ça va se calmer. Alors je vais me tourner directement vers Bertrand Monthubert pour vous faire un petit peu, pour te faire réagir au propos d'Éric Botorel, parce que voilà comment entre guillemets le renouveau du CNIJ, enfin le fait que tu en prennes la présidence, c'est pas anodin. Parce que tu as un profil entre guillemets particulier, et est-ce que c'est justement l'idée d'aller dans ce sens-là, d'inscrire une nouvelle feuille de route? Merci. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Et je suis très heureux d'être ici, après une édition montpelliéraine sous le soleil.
Eh bien, voilà. Vous avez Attends, décidé de faire... c'est petit, c'est petit. C'est petit. Je ne pouvais pas m'en empêcher, pardon. Mais vous savez, à Montpellier aussi, on a eu, et dans la région, malheureusement, des conditions climatiques. Et Grenoble n'a rien à envier. Alors, effectivement, le renouveau du CNIJ, auquel on essaye de s'atteler, au passage, je suis ici avec Pierre Lollier, nouveau secrétaire général du CNIJ, et puis évidemment beaucoup d'acteurs importants du CNIJ, Thomas Cotinet, qui dirige avec Colab, évidemment, l'IGN est un partenaire, et puis toute la communauté qui doit se retrouver incarnée dans sa représentation au CNIJ. Nous sommes à l'orée, effectivement, d'une redéfinition, au fond, de son rôle. Le CNIJ a été créé, je pense que beaucoup d'entre vous, d'ailleurs, le savaient bien mieux que moi, puisque, tu le disais, François, j'ai un profil particulier, je pense pas que c'est juste quand je me tourne, hein, c'est qu'effectivement, je ne suis pas, contrairement à vous, un spécialiste de l'information géographique à la base. En revanche, je m'intéresse à la question de la donnée de manière importante depuis de très nombreuses années. Et l'enjeu, en effet, est de faire en sorte de travailler à ce que l'information géographique, qui est un élément fondamental dans la politique de la donnée, eh bien, puisse être en connexion la plus large possible avec tout le reste. Et cette connexion, elle n'est pas toujours assurée, on le sait, et on l'a vu à travers ces dernières années, c'est-à-dire que finalement, les acteurs historiques de l'information géographique se sont retrouvés souvent bousculés par les nouveaux entrants de l'économie de la donnée qui sont venus sur le terrain, pas toujours avec les mêmes méthodes, pas toujours d'ailleurs avec la même qualité, mais il faut reconnaître aussi souvent avec des vraies réussites, et en particulier dans les interfaces utilisateurs, sur lesquelles il y a une expertise qui est absolument remarquable. Et aujourd'hui, le sujet, je crois, qui se pose, c'est effectivement comment fait-on pour que on travaille collectivement en France, et je dirais aussi en Europe, et peut-être au-delà, à la structuration de l'écosystème de la donnée à composante géolocalisée. Le terme n'est peut-être pas terrible. Si vous avez d'autres idées, donnez-les-moi. Mais la première question que j'ai posée quand on m'a fait l'honneur de me proposer la présidence du CNIJ, c'était, au fait, c'est quoi le périmètre? Jusqu'où va-t-on à partir du moment où, finalement, aujourd'hui, on peut, quand on parle d'information géographique, évidemment parler de choses qui sont extrêmement techniques, extrêmement précises. Alors, les mots de PCRS, évidemment, reviennent, les mots de LIDAR, etc. OK, très bien. Et jusqu'où on va? Est-ce qu'on va jusqu'à toute la question de la politique de la donnée qui a une composante géolocalisée? Et la réponse, effectivement, celle-là. Donc nous sommes en train de redessiner les contours organisationnels du CNIJ. On a fait plusieurs ateliers, enfin on a fait 2 ateliers. D'ailleurs, un certain nombre de personnes présentes ici ont contribué à ces ateliers. Le dernier a été mercredi dernier. Nous avons travaillé sur la question de l'organisation du CNIJ, notamment dans son interface avec les différents échelons de l'écosystème, et puis sur les grandes thématiques sur lesquelles le CNIJ doit se lancer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Alors, on n'a pas fini de décanter tout ça, il y a eu énormément de matière très riche qui est arrivé, mais peut-être, et pour venir très précisément à la question de la donnée d'intérêt général, j'aimerais en tirer déjà quelques premiers éléments, hein, rapidement, si tu permets, Françoise, de réflexion. C'est que quand on parle de données d'intérêt général, et le rapport Botorel est évidemment un moment important qui a donné lieu à des décisions gouvernementales, elles aussi importantes, et qui doivent se traduire et se prolonger, bien entendu, à l'avenir, eh bien, il faut quand même réunir plusieurs conditions qui ne le sont pas toujours. Première condition, avoir des lieux de coordination. Ça paraît tout bête, ça paraît évident, mais ces lieux n'existent pas toujours. Et sur un certain nombre de grands chantiers que je ne citerai pas, on a peut-être parfois peiné à avancer parce que le lieu naturel de la coordination n'existait pas forcément. Le CNIJ a, je pense, un rôle à jouer pour un certain nombre de ces sujets, pour justement mettre en place des comités de pilotage, des structures de coordination, parce que représentant à la fois des administrations centrales de l'État, des grandes organisations nationales, des organisations territoriales, la Vigéo évidemment, qui d'ailleurs est un membre important du CNIJ, des entreprises, bref, les différents acteurs intéressés à la fois par la production mais aussi par l'utilisation de la donnée géographique, eh bien le CNIJ peut avoir un rôle à jouer dans cette coordination.
Le deuxième point, là aussi évident, c'est d'avoir des standards de données. Si on veut faire des données d'intérêt général, c'est pas simplement parce que plein d'acteurs vont, que ce soit en open data ou par des politiques d'accès à la donnée, permettre de le faire. Si à chaque fois c'est sous des formats différents, si on ne s'est pas, dans le cadre d'une coordination, mis d'accord sur des standards, évidemment, ça ne fonctionnera pas. Et là aussi, le CNIL, il l'a déjà fait beaucoup dans le passé, il doit continuer à le faire, a un rôle à jouer pour cette production de standards. La troisième condition, c'est de penser à l'utilisateur. Et ça, je pense que malheureusement, en France, on a une culture historique qui est en train d'évoluer d'ailleurs, mais qui est beaucoup moins tournée vers l'utilisateur que dans d'autres pays. Et c'est là que d'ailleurs, très clairement, on s'est fait bousculer. Il faut qu'en permanence, on pense à l'utilisateur, mais qu'on le pense, je dirais, dans tous les sens. D'une part, quels sont les usages, quelles sont les attentes qu'ont les utilisateurs? D'autre part, comment à la fois on met en place des mesures de protection de la population? Je pense par exemple à des réglementations comme le RGPD, bien entendu, mais des protections qui n'empêchent pas non plus les innovations que les utilisateurs réclament. Donc il s'agit de placer le curseur au bon endroit. Et pour ça, il faut les écouter. Il ne faut pas simplement penser à leur place ce qu'ils seraient censés dire. Et ça, ce n'est pas du tout évident. Et dans les freins qui sont mentionnés dans le rapport Botorel, et Éric Botorel l'évoquait à un moment en disant quels étaient les freins finalement à ce partage ou à cet accès aux données, il parlait d'un frein humain extrêmement juste. Est-ce que mes données de qualité, si je suis un producteur de données dans quelque structure que ce soit, est-ce que mes données que je vais utiliser en interne, dont je connais personnellement la qualité, dont je sais dire quelles sont les limites dans le cadre d'utilisation dans un cadre que je maîtrise, si je ne maîtrise plus le cadre, est-ce que ça sera toujours aussi bon? Est-ce que donc on va mettre des freins. Mais il y a un autre frein qui est tout aussi important, qui est est-ce qu'on porterait ou pas préjudice à ce que souhaitent en fait les personnes pour lesquelles, notamment dans le cadre de données personnelles, on l'a fait. Et ça, souvent, on n'a pas véritablement, je pense, une pensée totalement construite, et notamment par un manque, c'est celui d'un cadre éthique clair, et l'éthique d'ailleurs est une des thématiques qui est ressortie des ateliers du CNIJ, un cadre éthique clair qui nous permette de nous interroger en permanence sur est-ce qu'effectivement tel type de traitement de données, tel type d'accès à la donnée est pertinent ou pas. Et on ne peut pas juste se référer à la loi, à la réglementation. Parfois, on va avoir des formes de dilemme, et une charte éthique doit permettre justement d'outiller la pensée pour arriver à des réponses qui soient dans l'intérêt de la population. Et puis la dernière question, et puis je m'arrête là parce que je suis trop long, pardon, c'est la construction d'un modèle économique viable. Mais ça, je vais dire une banalité, vous le savez tous, mais il faut quand même en permanence le réaffirmer. On n'arrivera jamais à faire tout ça si on pense que tout ça est gratuit. Évidemment, vous le savez tous, tout cela, ça coûte de l'argent, mais on a un gros défaut souvent, c'est à penser que finalement tout ça, c'est déjà financé. Et à ne pas regarder vraiment de manière très précise quels sont les coûts, parce que produire de la donnée, ça a un coût. Quel est le modèle économique, comment on transforme le modèle économique quand on va aller vers de la donnée d'intérêt général? Eh bien, pas le faire. On lève encore des freins extrêmement importants qui peuvent nous ralentir. Donc, il faut regarder en toute lucidité tous ces aspects-là pour le construire. Et évidemment, le CNIJ, avec l'ensemble des acteurs qu'il compose et tous ses partenaires, sera là pour essayer d'apporter, de poser des jalons dans ces démarches. Merci beaucoup. J'ai envie de rebondir en passant la parole à Thomas Cotinet, justement, puisque il y a cette création de l'Ecolab dont vous assurez la direction. Donc ça, c'est un peu des changements d'organisation. Est-ce que c'est effectivement pour apporter des réponses à ces questions de coordination, de standards, de mettre l'utilisateur au premier plan, de cadre éthique, de modèle économique? Comment faire en sorte tout en servant l'intérêt général? Oui. Ça marche. C'est bon. Ça marche. Oui, merci François de me passer la parole. Bonjour à toutes et à tous. Déjà un petit mot pour vous dire que quand même ça fait un bien fou de voir autant de personnes en vrai. C'est génial. Beaucoup de chaleur humaine au sens figuré comme au sens propre. Ça, c'est bien. C'est gage de bons débats. Donc oui, Ecolab, c'est une création administrative au service d'une nouvelle ambition d'exploitation de la donnée au service de la transition écologique. Donc on incarne le rôle de l'administrateur ministériel de données, qui pour notre pôle ministériel est porté par Thomas Lesueur et confie cette mission-là à Ecolab. Et alors s'agissant des données d'intérêt général, donc le sujet de ce matin,
Donc nous avons travaillé cela avec les deux approches, à la fois enclencher des projets concrets, certains modestes, d'autres un petit peu plus ambitieux, et puis aussi doter l'État d'une vision stratégique du sujet pour la partie qui nous concerne, celle qui concerne la transition écologique. Et alors on l'a fait en s'intéressant à des initiatives qui émergeaient en France, donc qui sont portées en grande partie par vous, par les plateformes régionales, par des initiatives de collectivités, par des offres proposées par des entreprises, par certains travaux de recherche, et aussi en suivant de très près ce qui se passait au niveau européen. L'Europe, un mot qu'on n'a pas encore prononcé jusqu'à présent. Voilà, l'Europe a sorti une stratégie européenne de la donnée en 2020, au sein de laquelle on a identifié alors une notion d'espace commun de données qui nous semblait extrêmement intéressante pour avancer sur ce sujet des données d'intérêt général, avancer sur cette nouvelle approche qui consiste à continuer à faire des efforts sur l'open data, mais à aller aussi sur le partage. Un partage avec les collectivités, les entreprises, mais également les citoyens, parce qu'il y a un enjeu énorme pour nous derrière administration, c'est vraiment d'inclure les citoyens. L'information géographique est bourrée d'enjeux de citoyenneté. Donc, une des choses qui se joue aussi, c'est que la population, les citoyens puissent plus comprendre et participer à tout ça. Et nous, on est convaincus que c'est possible. Et donc, cette notion d'espace commun de données est un des fers de lance de la nouvelle feuille de route de la donnée du ministère. Alors, normalement, elle aurait dû être, comme celle de tous les ministères, elle aurait dû être annoncée aujourd'hui, comme l'a dit Eric Botorel dans l'interview. Et il a été décidé hier que ça serait le 27 septembre. Alors, on nous demande de garder sur embargo un petit peu tout ça, mais je peux vous en dire un petit peu deux mots. Donc, les espaces communs de données démarrent. Le premier sujet sur lequel on est parti, c'est la santé-environnement. Et donc, il s'agit de rassembler toute la donnée environnementale et la donnée de santé française pour accélérer la production de connaissances en santé-environnement, au départ au service de la communauté de chercheurs. Et dès ce premier espace commun de données, l'information géographique est clé. D'ailleurs, elle est à la fois une donnée qu'il faut partager, rendre exploitable et au standard, mais elle est aussi la donnée qui va permettre une grande partie des recoupements et donc servir à accélérer la connaissance en matière de santé-environnement. On est à Grenoble, donc si on prend, alors qu'il y a une ville magnifique, extraordinaire, bourrée de montagnes, mais qui a quelques petits soucis de pollution de l'air, si on prend ce sujet-là, une meilleure connaissance de l'impact de la pollution de l'air sur l'environnement, voilà, à Grenoble, il y a un travail magnifique qui est fait par Atmo. Voilà, donc on sait malheureusement qu'il y a 145 décès tous les 3 ans à Grenoble liés à certains types de microparticules. Et donc les chercheurs en santé travaillent sur cette base, les politiques locaux vont faire des choix en conséquence. Tout ça est rendu possible par une mise au standard de l'information géographique et des recoupements. Et malheureusement, on n'a pas cette possibilité-là sur tous les autres champs de la santé-environnement. Donc voilà, et donc l'espace commun de données qu'on a appelé Green Data for Health, donc un nom anglais parce qu'il y avait la communauté de chercheurs derrière, est très ambitieux. Il s'inscrit dans le plan national santé-environnement et c'est ce type d'objet au sein duquel on va essayer de tendre vers beaucoup plus de partage, notamment d'aller chercher ces données qui sont produites par des citoyens, par des entreprises, par des collectivités. Et autre traduction concrète de cela, donc la semaine prochaine, nous initions la même chose sur un champ qui vous intéresse aussi beaucoup, qui est celui de la transformation et de la valorisation des déchets. Donc on va faire une demi-journée à l'Hôtel des Ministres avec une quarantaine de personnes issues de collectivités et d'entreprises, donc les petites et les grandes entreprises de la filière transformation et de valorisation des déchets française, pour là aussi voir comment est-ce qu'on peut mutualiser, les convaincre d'apporter leurs données au service des politiques publiques, que ce soit celles des collectivités et de l'État, et aussi, Bertrand a bien raison, d'investir également. Donc le PDG de Suez sera là aussi, il y a quelques gros acteurs parce qu'il y a effectivement d'énormes enjeux de modèle économique, mais surtout de voir comment mutualiser ces données, comment trouver des solutions pour un partage réel de données, pas uniquement publiques. Ça peut venir accélérer des politiques publiques. Et autre initiative qu'on a mise dans cette feuille de route dont on n'a pas le droit encore de vous parler, c'est la création d'une équipe dédiée à la négociation, parce qu'en réalité, même s'il y a un bon alignement des planètes d'élus, de responsables de collectivités, d'entreprises, de responsables au niveau de l'État, de grands directeurs, d'opérateurs nationaux, et qu'on arrive déjà à obtenir la décision d'aller vers ce partage, d'aller vers donc une mise à disposition de ces données, il y a derrière, une fois que tout cela est acquis, encore de gros obstacles, notamment juridiques et de modèle économique. Donc voilà, donc il y a l'idée de constituer une équipe de négociation, une équipe d'experts
qui sera à disposition sur l'ensemble de ces sujets pour venir accélérer concrètement cela. Donc voilà des premiers éléments sur le sujet. Ouais, merci beaucoup. Alors, je vais me tourner vers Sébastien. Donc, tac, tac, on passe à l'autre bout. Autre réponse à l'échelle, effectivement, de ce qu'on peut dire de l'établissement de référence en matière d'information géographique en France, c'est cette nouvelle stratégie des géocommuns. Alors, je ne vais pas te demander de la représenter dans sa globalité, mais peut-être justement de représenter et d'expliquer comment, justement, comment opérationnellement on va faire pour, j'ai envie de dire, embarquer à la fois les citoyens, à la fois les entreprises privées, à la fois des ministères qui ont quand même un petit peu l'habitude de travailler en silo, à la fois des collectivités qui ont des tailles totalement différentes, donc avec un vrai problème, parce que c'est sympa les géocommuns do it yourself et je vous aide, mais quand il y a un géomaticien pour 70 000 habitants ou 10 géomaticiens pour 70 000 habitants, on n'est pas du tout dans la même situation. Donc comment concrètement on va faire? Ça va bien se passer. Attachez vos ceintures. Alors, bonjour à tous, je suis ravi, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc Sébastien Soriano. J'étais avant ça le président de l'ARCEP, le régulateur des télécoms, et avant ça le directeur de cabinet de Fleur Pellerin, donc notamment sur la French Tech. Donc je suis ravi d'être ici, qui est évidemment la ville de la 5G. Pardon, excusez-moi. En tout cas, le département du très haut débit, comme ça a été mentionné par le vice-président du département. Écoutez, les communs, en fait, ça part à l'IGN d'une réflexion extrêmement basique, de bon sens, hein, je crois, qui est de se dire que, je crois qu'on l'a dit, à quel point la question géographique, la question des données était essentielle, et en même temps de voir qu'il y a d'immenses silos de données qui sont en train d'être constitués par les grands acteurs du numérique, bien connus, dont on va éviter l'acronyme, et qui sont en train en fait de reconstituer des atlas numériques, parfois de manière super cool, on peut surfer dessus, c'est hyper sympa, mais aussi de manière un peu plus inquiétante, c'est-à-dire en exploitant nos données. Comme on le dit, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Voilà. Et donc la question, c'est de savoir comment est-ce qu'on réagit à ça par rapport à des enjeux qui sont évidemment extrêmement important, de souveraineté, non seulement de souveraineté nationale, mais j'ai envie de dire de souveraineté vraiment des individus, de souveraineté aussi des collectivités, des territoires. Et donc c'est ça vraiment le point de départ de ces géocommuns, c'est de dire, bon, est-ce qu'on peut se dire qu'on a quand même beaucoup plus de choses ensemble à partager, beaucoup plus de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous opposent par rapport à ces modèles fermés. Et donc d'essayer de construire vraiment sur ce principe de l'ouverture. Donc, pour ça, l'idée qu'on a eue à l'IGN, modestement, c'est de se dire, bon, avant on était méchants. Avant on était méchants parce qu'on était un institut payé par vos impôts, mais qui vendait des données. C'était quand même pas super cool. Et en plus, on était d'autant plus méchants qu'après on vous disait, oui, alors non seulement vous avez payé des impôts, vous avez payé ensuite les données, mais maintenant en plus on va vous demander de nous aider à contribuer à faire des référentiels. Donc là, vous nous avez dit, écoutez, vous êtes bien gentils, mais nous, on préfère travailler avec OpenStreetMap, tout ça, ils sont plus mignons, vous êtes bizarres. Bon. Donc, la chance qu'on a depuis le 1er janvier, c'est que nos données sont gratuites, et ça nous rend crédibles pour travailler de manière nouvelle. Dans ce cadre-là, et c'est ce que nous commençons à publier ces jours-ci, on va avoir des modes de travail différents, pour s'adapter à des situations différentes. Donc je rappelle que nous avons lancé une consultation publique sur les géocommuns, 165 contributions. Merci à tous ceux qui sont ici, qui y ont contribué, ils sont nombreux. Donc on publie aujourd'hui la synthèse de cette consultation publique dans les prochaines minutes. Je regarde la directrice de la communication. Voilà, donc vous pourrez regarder ça. C'est un document assez court d'une dizaine de pages. Et on publiera dans quelques semaines les résultats qu'on en tire. Ce que je peux déjà un petit peu spoiler, c'est que, premièrement, en matière de production sur lesquelles va se recentrer l'IGN en tant vraiment que producteur de données, c'est-à-dire les belles cathédrales de données qu'on va construire, nous allons nous concentrer sur ce qu'on appelle la cartographie de l'Anthropocène. J'ai publié une tribune ce matin dans Ouest France, vous pouvez la retrouver sur mon compte Twitter ou LinkedIn, qui explique cette idée de la cartographie de l'Anthropocène, c'est-à-dire face à des changements
très rapide du territoire. En fait, le rôle du cartographe public, national en tout cas, hein, au niveau des collectivités, c'est encore une autre histoire, ça doit être de changer de lunettes pour regarder le territoire changer vite. Et ça va être notre priorité. Et c'est pour ça qu'on fait le LIDAR, parce qu'elle nous donne France entière des informations d'une nature différente. C'est pour ça qu'on va continuer le travail sur le spatial aussi pour croiser ces données. C'est pour ça qu'on va investir très fortement sur des nouvelles compétences, notamment l'IA. On a un plan de recrutement en cours, plan de formation aussi avec notre école, le NSG, parce qu'on va avoir besoin d'analyser automatiquement les données pour pouvoir produire des référentiels plus rapidement. Le deuxième thème, c'est pour les autres sujets, on a bien conscience qu'on ne va pas pouvoir tout faire et qu'inversement, il y a beaucoup d'énergies qui sont aujourd'hui dispersées. Donc notre idée, évidemment en bonne intelligence avec le CNIJ, c'est de pouvoir proposer un dispositif qui nous permette de nous mettre ensemble face à des défis communs. Donc on a donné un nom de code à ça, c'est la fabrique des géos communs. Donc je suis en train de recruter le patron ou la patronne de cette fabrique pour lancer la préfiguration et commencer à travailler. L'idée, c'est quoi ? L'idée, c'est de lancer ce qu'on appelle des appels à communs. Les appels à communs, c'est le contraire de l'appel à projet. Quand vous lancez un appel à projet, vous demandez aux gens de se mettre en concurrence. Quand vous lancez un appel à commun, vous dites « Les amis, j'ai un défi, qui a envie de le résoudre avec moi dans une logique ouverte et de partage ?» Et donc, on va lancer des appels à communs sur des thématiques particulières. Et on va demander à toutes les forces intéressées de se rassembler. On va normaliser avec le CNIJ, avec les acteurs, les formats de données. On les hébergera, notamment sur notre géoplateforme, de manière à ce que tout ça soit accessible de manière facile. Mais on partagera la vision de ça, la gouvernance et le manpower. Voilà. Donc d'ores et déjà, ce qu'on a identifié comme sujet, OpenStreetMap nous a tendu la main pour travailler ensemble sur un Street View ouvert, sur une base routière navigable, de la même manière ouverte. On souhaite aussi travailler sur l'adresse. Je reviendrai s'il y a des questions. Et bien évidemment, tous les thèmes qui rencontreront de l'intérêt. Et l'idée, c'est de trouver une manière de travailler ensemble, de rassembler nos forces sur des sujets qui nous rapprochent beaucoup plus qui nous divisent. Voilà, merci de votre attention. Alors, j'ai une petite question complémentaire. C'est par rapport... tu dis la fabrique des communs, c'est l'inverse du mode projet. Mais il y a quand même une question, c'est comment arriver à s'assurer que ça va perdurer dans le temps. C'est-à-dire que, justement, le mode projet, on en a beaucoup souffert, et même avec des choses en partenariat, etc. C'est-à-dire, je repense à la base de données des équipements, donc on monte, on rassemble tout le monde, on fait des tas de réunions, on initie le truc, on montre que ça peut marcher, on fait un POC, et puis ensuite, ça ne suit plus derrière. Donc, comment est-ce qu'on va arriver à sortir de ce mode de fonctionnement qui a épuisé... Enfin, je parle au nom d'un certain nombre d'utilisateurs qui m'en ont parlé, et j'espère que je traduis la réalité, mais qui a épuisé quand même pas mal de gens. Donc, comment s'assurer qu'on met assez de poids dans l'animation pour que les choses perdurent et s'installent dans la durée ? Oui, merci de la question. Alors, bon, effectivement, vous l'avez noté, moi je ne viens pas du monde de la géographie et j'ai commis un livre, désolé de faire ma publicité, voilà, dans lequel déjà son compte LinkedIn, le Twitter, le bouquin. C'est ça la nouvelle mode de communication de l'IGN. J'ai commis un livre dans lequel j'ai travaillé sur l'ingénierie qui permet de construire une trilogie entre l'État, le marché et les communs. Donc, je me suis notamment beaucoup appuyé sur les travaux de la 27e région, sur beaucoup de choses qui ont été faites en Italie, en Belgique, sur lesquelles il y a toute une ingénierie qui permet de combiner ces forces dans des projets pérennes avec des gouvernances ouvertes. Donc voilà, je suis assez confiant sur le fait que ça existe, c'est possible. Il y a d'autres secteurs, d'autres sujets sur lesquels on a résolu ces problèmes, qu'ils soient numériques ou pas, que ce soit le nettoyage des rues ou effectivement des grandes bases de données. Et donc, je pense que c'est nouveau. Il faut admettre qu'on va tâtonner collectivement. Mais ça existe. Et donc, je suis confiant dans le fait qu'on va y arriver. Alors, je me tourne vers Eric. Eric, tu es à la fois entrepreneur dans le secteur de l'information géographique avec une entreprise qui va bien, qui s'est développée. Cette histoire d'intérêt général... c'est à la fois un moteur, est-ce que c'est aussi une crainte? Et puis, tu es aussi le porte-parole un petit peu des entreprises au sein de la FIGEO. Est-ce
Est-ce que ça va être... parce que c'est ce que je disais un petit peu dans l'interview avec Botorel, c'est pas la même chose en fonction de qui sont les entreprises privées qui vont être embarquées autour de cette notion d'intérêt général. Ok. Écoutez, déjà, bonjour à tous. Moi aussi, je suis très content de revoir des gens en présentiel et de pouvoir avancer tous ensemble sur ces sujets. Oui, c'est vrai qu'ici, je représente la FIGEO, je représente les entreprises de la FIGEO. Les entreprises, elles sont assez pragmatiques quand même. Donc, les entreprises, elles sont plutôt très favorables à ce qui se passe, puisque que ce soit des entreprises qui créent du logiciel et où leurs outils vont être mis en valeur si on a de la donnée pour pouvoir les utiliser. Les entreprises qui proposent du service autour de la donnée, plus il y aura de données, plus elles pourront proposer du service. Et les entreprises qui fabriquent de la donnée, ça veut dire que si on a besoin de plus en plus de données, il y aura de plus en plus de demandes pour fabriquer de la donnée. Donc on peut y être que favorable. Simplement, les entreprises, elles veulent être partenaires. Elles ne veulent être pas simplement suiveurs, parce que je pense qu'elles ont des choses à proposer. Au cours de... moi, j'ai 30 ans d'expérience dans l'activité de la géomatique. J'ai bien vu comment la profession a évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, les entreprises ont fortement investi, sont fortement développées, sont allées vers l'IA et ont certainement des choses à proposer, et pas seulement, je dirais, à répondre à des appels d'offres lancés par la puissance publique, mais plutôt en tant que partenaire pour proposer du service, pour proposer des outils autour de tout ça. Et je pense qu'il y a dans tout ça un point que vous avez un peu soulevé, c'est aussi le côté modèle économique. Les entreprises, aujourd'hui, c'est quand même aussi le moteur, enfin un des moteurs de l'économie. Elles proposent de l'emploi, elles embauchent, et quand elles gagnent de l'argent, elles payent des impôts. Donc ça veut dire que tout ça, c'est un cercle vertueux. Et globalement, je pense qu'on arrive aujourd'hui à un dialogue qui doit être commun entre tous les besoins, que ce soit de la puissance publique, que ce soit des institutions, et ne pas oublier au milieu de tout ça, on ne les oublie pas bien sûr, mais pas oublier que l'entreprise a un rôle à jouer, et non pas simplement un rôle de répondre à une demande, mais aussi d'être partenaire et d'apporter une valeur ajoutée à toute cette donnée géographique. Et on le voit bien aujourd'hui, à la FIGEO, vous avez 50 stands d'entreprises, on voit bien que ce domaine est dynamique. On voit bien qu'aujourd'hui, la problématique de nos entreprises, c'est de trouver des gens pour faire le travail. Et donc, on voit bien que la demande est là. Mais on veut aller un petit peu plus loin et on veut montrer aussi, nous, qu'on va dans le service, on va dans la valeur ajoutée. Voilà. Je te laisse le micro. Donc les entreprises sont prêtes, elles sont là. Il faut trouver le bon moyen, les bons partenariats. C'est peut-être ces partenariats publics-privés. Alors peut-être je me tourne vers Aude, parce que justement, l'agence Auré, j'ai envie de dire, c'est un peu le cadre partenarial idéal. Comment ça fonctionne et comment justement vous vous êtes positionné au service de cet intérêt général en s'appuyant notamment sur des données géographiques? Alors, bonjour à tous déjà, merci de nous avoir conviés à cette séquence. L'agence Auré est sans doute un des acteurs les moins connus autour de cette table, donc je vais me permettre de vous présenter un peu qui nous sommes. L'agence Auré rassemble l'ensemble des distributeurs d'électricité et de gaz en France. Alors, les distributeurs, maintenant je vais vous refaire un petit peu l'histoire du marché de l'énergie. Mais en moins de 2 heures. En moins de 2 heures, même si on pourrait y passer beaucoup de temps. Il y a 2 gros types d'acteurs qui sont en concurrence, qui sont les producteurs et qui sont les fournisseurs. Fournisseurs avec lesquels, en tant que particulier ou qu'entreprise, vous pouvez avoir des contrats. Et il y a 2 acteurs qui sont en monopole légal, qui sont les transporteurs, alors RTE ou GRTgaz, Teréga pour respectivement l'électricité et le gaz, et le dernier type d'acteurs en monopole qui sont les distributeurs. Donc Territoire d'énergie, Isère le disait tout à l'heure, ce sont les collectivités qui sont propriétaires des réseaux de distribution, les gestionnaires de réseau étant effectivement les exploitants. Donc, par nature, les distributeurs d'énergie sont effectivement des acteurs de service public, bien entendu. C'est eux qui viennent dépanner les réseaux, c'est eux qui viennent acheminer l'électricité jusqu'à chez vous. Donc, l'intérêt général et le service public, ce sont des valeurs réellement intrinsèques et, depuis toujours, on va dire, pour les distributeurs d'énergie. Alors l'agence Auré, là-dedans, qu'est-ce qu'on vient faire? L'agence Auré donc, fédère l'ensemble des distributeurs gaz et électricité sur le territoire dans une logique de services numériques et de données.
Donc là, on arrive un peu plus sur nos sujets. Les services numériques, on en rend un certain nombre à nos membres, et même pour le fonctionnement du marché, je vais vraiment aller très vite, mais par exemple, les garanties d'origine pour les énergies renouvelables, ça nécessite un certain nombre d'envois de données, de gestion de données avec l'opérateur qui effectivement met sur le marché ces garanties d'origine. Eh bien, l'agence Auré, par exemple, sert de guichet unique. C'est le cas aussi pour des marchés assez complexes, et je ne vais pas entrer dans les détails, sur la capacité, les compléments de rémunération, là aussi pour les ENR. J'arrive maintenant tout de suite sur la donnée. Donc l'agence Auré a vraiment un axe important autour de la donnée. Quand l'agence Auré a été créée en 2017, c'était peu de temps après la loi pour la transition écologique et la croissance verte, qui avait défini notamment un certain nombre de données locales de l'énergie qui étaient utiles pour l'ensemble des acteurs du territoire pour mener à bien cette transition écologique dans les territoires. Les gestionnaires de réseau sont sollicités pour fournir ces données locales de l'énergie, production, consommation sur les territoires. Donc ce dispositif, il a nécessité pour les opérateurs de réseau que nous représentons, effectivement de construire ces données. Ces données-là, on ne les avait pas forcément à la maille qui était demandée dans le cadre de la loi et des dispositifs réglementaires, à des mailles assez fines, descendant dans un premier temps au quartier, donc avec la maille Iris, et puis même jusqu'à la notion de bâtiment. C'est ce qui est marqué dans la loi. Sauf que le bâtiment, eh bien aujourd'hui, c'est pas si simple que ça, de pouvoir produire des données à la maille de bâtiment. Alors il y a eu des grands débats. Est-ce qu'on parle d'adresse? Est-ce qu'on parle de bâtiment? On a travaillé avec beaucoup de collectivités, notamment je pense à Bordeaux Métropole, qui a travaillé avec Reguez, Enedis, GRDF, ou même ici, il y a eu à Grenoble des travaux menés effectivement entre les collectivités, les personnes publiques et les gestionnaires de réseau, pour travailler sur des référentiels communs, savoir effectivement ce qu'étaient les bâtiments quand on croise des adresses entre opérateurs de réseau et gestionnaires de parcs publics ou personnes publiques. Donc cet intérêt général, effectivement, c'est quelque chose qui est vraiment important pour nous, Agence Auré. Donc on aide nos membres gestionnaires de réseau à collecter les données, à les consolider au niveau soit local, soit national, puisqu'évidemment, si on veut avoir des informations sur comment se développent les ENR sur les territoires, eh bien, il faut les agréger avec tous les gestionnaires de réseau. Un certain nombre la plupart des installations de production sont raccordées au réseau public de distribution, donc il faut bien sûr agréger. Si je suis sur l'Isère, eh bien, il faudra bien que j'agrège les données qui sont sur le réseau de Greenhelp, par exemple, d'Enedis et d'autres gestionnaires de réseau, et c'est le cas partout. Donc ces données-là, évidemment, elles sont au cœur de nos travaux de collecte, de mise à disposition, de protection. Évidemment, il y a des enjeux de données à caractère personnel, ça a été cité. Également le secret commercial pour nos clients, pour nous-mêmes aussi en tant qu'opérateurs de réseau. On ne peut pas tout diffuser. Et l'intérêt général, alors effectivement, ça a été beaucoup axé au départ sur les données de consommation et de production. On est vraiment sur des sujets de transition énergétique avant tout. Il y a aussi autour de la cartographie des réseaux. Quels sont les tracés des réseaux, où sont implantés effectivement nos ouvrages. Donc l'agence Auré vient de publier, on en est très fiers, alors sans faire la pub, mais vous pouvez quand même aller voir sur notre site pour ceux qui ne connaisseraient pas, sur le site de l'agence Auré, la première cartographie donc des réseaux multi-énergie. Donc on a vraiment dans notre ADN, nous, agence Auré, le volet à la fois gaz et élec. Et donc on affiche effectivement les tracés des réseaux de transport et de distribution, gaz et électricité. Donc c'était une grande première, un certain nombre d'acteurs l'attendaient. Je veux dire qu'on est assez fiers d'avoir participé à cette première cartographie qui sera amenée à être encore enrichie avec de nouvelles fonctionnalités. N'hésitez pas en tout cas si effectivement vous avez des suggestions à nous apporter pour l'améliorer. Alors bien évidemment, et c'est pas à l'auditoire ici que je vais l'apprendre, on n'est pas sur des usages de type DT, DICT, bien entendu, on est sur de l'open data, donc on est sur des données qui ne sont pas du tout utilisables et pertinentes pour tout ce qui est travaux et opérations sensibles sur des réseaux. On est vraiment sur de l'usage, effectivement, sur de la planification énergétique, sur de l'utilisation qui ne va pas jusqu'à, effectivement,
de la localisation, qui ne s'appuie pas sur un besoin de localisation extrêmement précise et de travaux. Voilà, je referme cette parenthèse, mais qui a bien évidemment son importance, et c'est pas à vous que je vais la prendre, hein, c'est un enjeu effectivement important. Mais sur ces sujets-là, je pense qu'il y a très nettement un effet d'entraînement. C'est vrai qu'au sein des gestionnaires de réseau, il y a encore même 5-6 ans, on avait encore beaucoup de réticences à l'idée de publier des tracés de réseau. Alors il y avait des enjeux de sécurité, sécurité nationale même. On a eu des échanges avec les ministères de l'Intérieur sur ces sujets-là. Et puis de l'autre côté, des gens qui effectivement tiraient en disant ça va générer de l'innovation. Il y a beaucoup de demandes aussi d'échanges de données, beaucoup de conventions qui sont signées avec un certain nombre d'acteurs, publics ou non, pour utiliser ces données. Eh bien, publions-les en open data. Voyons comment ces acteurs s'en emparent, les utilisent et favorisons cet effort et cette mise à disposition de tous de ces données. Donc c'est vraiment la démarche sur laquelle on s'est engagé. Et alors, puisque vous avez un petit peu de recul, comment ça marche? C'est-à-dire, est-ce que vous avez vu arriver, toquer à la porte, télécharger en masse? Est-ce qu'il y a des pics de téléchargement dès qu'il y a Alors, quand on dit qu'on a du recul, côté Agence Euré, cette publication multi-réseau et multi-énergie, elle est récente, hein, c'était juste avant l'été. Mais oui, clairement, c'est quelque chose qui a très très bien marché. On a eu beaucoup de retours, beaucoup de téléchargements, beaucoup d'échanges aussi sur les réseaux sociaux sur ce sujet-là. Donc on voyait qu'il y avait une réelle appétence sur le sujet des acteurs. Et on se félicite de l'accueil qui a été qu'on a pu constater sur ce sujet. Je sais aussi que sur les gestionnaires de réseau qui avaient déjà publié des données pour partie ou complètement, Enedis, SEI, enfin EDF SEI pour les territoires insulaires par exemple, ou d'autres acteurs, effectivement il y avait déjà un gros succès de ces données, donc on s'attendait à ce succès. Mais oui, clairement il y a un accueil assez favorable sur ces publications. Merci beaucoup. Alors, je vais passer la parole à Jacques Beas-Garcia, parce que donc on a eu un peu la parole des entreprises qui sont prêtes à participer. On voit des exemples de bon fonctionnement, d'espace commun de données. Toi, je sais que tu as beaucoup milité et avec succès. Pour introduire justement des pistes d'action autour de l'information géographique et spatiale dans le cadre du plan de relance. Et justement, en quoi est-ce que ça sert cette notion d'intérêt général, cette notion, j'ai envie de dire, de surveillance de l'Anthropocène? Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et jusqu'où est-ce qu'on peut aller en fait? Merci Françoise. Moi aussi, je suis très heureux d'être ici avec vous pour discuter de ces sujets. Ce que je constate, c'est que le sujet de l'économie de la donnée a beaucoup évolué depuis qu'on a commencé à y travailler avec certains d'entre vous. Je me présente donc Jacques Beas-Garcia, je suis responsable du programme Connect by CNES. Je représente donc l'agence spatiale française qui met en œuvre la politique de l'État sur ce sujet du spatial. L'objectif, c'est de développer des infrastructures spatiales et de développer aussi leurs usages. Alors pourquoi le spatial au milieu de cette table ronde? Parce qu'en fait, le spatial, dans toutes ses composantes, contribue à l'information géographique. Il y en a une qui est majeure, c'est les systèmes d'observation de la Terre qui génèrent tout un tas de données qui sont utiles à tous les usages que vous êtes en train d'évoquer. J'y reviendrai tout à l'heure dans ma présentation. Il y a deux autres composantes, les télécoms et la localisation, qui aussi contribuent à ce sujet-là. Ce qu'on peut constater, c'est que la filière de l'observation de la Terre, c'est une filière qui a 30 ans d'existence, plus de 30 ans d'existence, que les systèmes qui ont été développés, c'était plutôt des systèmes qui étaient développés par la puissance publique. Je vais prendre un exemple que vous connaissez tous bien, c'est Copernicus, le programme de surveillance de la planète qui génère un certain nombre de données qui sont accessibles en open data. Mais alors, en France, on a développé aussi, via la puissance publique, des systèmes, la famille Spot et Pléiade, qui ont permis de faire émerger un acteur leader mondial du sujet, Airbus, pour ne pas les citer, Airbus Geo-Intelligence. Ce qu'on constate là depuis un peu plus de 5 ans, c'est que ce modèle, il est en train de changer totalement. Et là, je rebondirai sur ce qu'a dit Eric, c'est qu'en fait, on est en train de passer dans un modèle d'alliance publique-privée,
où en fait le privé commence à prendre le relais de l'investissement public. Ce qui se passe, c'est que aujourd'hui, on voit des grandes puissances, particulièrement les États-Unis et la Chine, qui développent tout un tas de systèmes qui vont générer de la donnée spatiale. Et on constate en Europe qu'on commence à se poser la question de, effectivement, comment on crée une mécanique publique-privée qui permette de financer les systèmes futurs. On en parle dans Copernicus. Il y a eu un exemple assez récemment avec Metsat qui a acheté de la donnée à un acteur non français. Bref. Pourquoi, en fait, cette évolution ? C'est lié à ce sujet de l'économie de la donnée. Il y a encore 10 ans, on se posait la question de est-ce que la donnée, c'est une opportunité ? Pour certains, ça pouvait même être une contrainte. Aujourd'hui, je pense que la mentalité a totalement changé. C'est un enjeu géostratégique, national, européen et mondial. Et là aussi, on retrouve les mêmes puissances qui se positionnent sur ce sujet. Les Américains et les Chinois. On a parlé de ceux qu'il ne fallait pas citer, mais il y a les mêmes en Chine, ce qu'on appelle les BATX. Et la question qu'on peut se poser, c'est finalement, nous, en Europe, qu'est-ce qu'on essaye de faire avec Bertrand ? C'est un sujet qu'on travaille depuis maintenant des années, dans le cadre d'Occitanie Data et d'Equitia et d'autres cadres encore. Du coup, quel est le lien avec l'intérêt général ? En fait, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont déjà été évoqués. C'est que la puissance publique ne pourra pas tout financer, tous les besoins en données. Vous l'avez tous évoqué. La donnée, ça sert à prendre des décisions, à mettre en place le suivi des politiques publiques, etc. Et la puissance publique ne pourra pas financer tout ça. Elle doit s'appuyer aussi sur l'industrie et l'investissement industriel. Par contre, quelle est la difficulté ? C'est qu'il faut susciter cet investissement industriel et créer des modèles économiques qui permettent à l'industrie de se dire effectivement, je ne vais pas investir en vain et on ne va pas m'obliger dans quelques mois à publier mes données gratuitement. Parce que ça, effectivement, je pense que là, maintenant, on est à peu près tous d'accord, ce n'est pas la solution. Ce qu'il faut donc, c'est des modèles industriels, publics-privés, des gouvernances, des modèles économiques qui permettent de répondre à cet enjeu. De notre côté, dans le spatial, quand on a démarré sur ces sujets-là il y a environ entre 5 à 7 ans, on pensait qu'on était en fait très en retard sur le sujet. On pensait que ce sujet de la donnée et de l'économie de la donnée, c'était quelque chose qui était extrêmement développé et qu'on allait arriver après la bataille. Et on s'est rendu compte avec Bertrand que finalement on était peut-être en avance sur ces questions-là. Ça nous a permis de rentrer dans des cercles de discussion où on a pu influer sur l'enjeu autour de la donnée et les mécaniques qu'il fallait mettre en place. Et comme tu l'as dit, Françoise, en fait, on a réussi à convaincre l'État que dans le cadre du plan de relance, il fallait qu'on puisse mettre en œuvre des actions qui nous permettent de mettre en place des solutions là très pragmatiques qui permettent de développer cet écosystème de l'économie de la donnée. Alors, très rapidement, quelles sont-elles ? Parce que je vois que l'heure tourne dangereusement. Alors, je pense qu'il y en a une qui est primordiale, et du coup, je ferai référence à ce qu'a dit M. Cotinet sur le hub de la santé et de l'environnement. La donnée spatiale contribue énormément aux données environnementales. Et dans le cadre du plan de relance, on a publié un appel à projet qui avait vocation à mettre en place une plateforme d'intermédiation de la donnée spatiale. Alors pour faire simple, pour expliquer très rapidement, alors ne me huez pas s'il vous plaît, on s'est inspiré en fait des modèles du numérique et de ces grands acteurs du numérique parce qu'il ne s'agit pas d'aller réinventer la roue et inventer des modèles pour lesquels on n'a pas une vision claire de si ça peut marcher. On s'est appuyé là sur un modèle du numérique, c'est un peu ce qu'on appelle le Airbnb de la donnée spatiale. Une espèce de plateforme où vous pourrez trouver toutes les données qui seront issues du monde spatial, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'elles soient françaises, européennes ou mondiales. Alors là, c'est l'ambition. D'accord. Est-ce qu'on va y arriver ? C'est quoi le planning ? Alors moi aussi, je suis sous embargo, mais normalement, demain, il y a un communiqué. Ah ouais. Vraiment, on a bien choisi nos dates. Il y a un communiqué de presse de l'État qui va être publié et qui va présenter les lauréats du plan de relance.
Et du coup, les activités autour de la plateforme d'intermédiation devraient démarrer. Ce qui est extrêmement intéressant, sans citer de nom, puisque je ne peux pas, c'est qu'on dispose en France d'un acteur qui est leader de cette technologie. On a déjà des marketplaces dans le domaine de l'agriculture, on a déjà une marketplace dans le domaine de l'agroalimentaire, on a une marketplace qui devrait arriver prochainement dans le monde du tourisme. On a des marketplaces qui ont été développés sur cette technologie au Japon, dans toutes les filières industrielles. L'idée qu'il y a derrière ça, c'est qu'une fois qu'on a cette mécanique d'accès à la donnée, on peut développer des usages et justement cette question du partage de la donnée. Parce que la question, elle est bien là. C'est comment on crée des mécaniques qui permettent de partager la donnée. Alors, Bertrand l'a dit, il y a d'autres freins. C'est pas, avec cette solution-là, on ne va pas régler tous les problèmes. Il y a des freins éthiques, il y a des freins... il faut trouver le modèle économique qui va bien. Mais par contre, on pense qu'avec une solution de ce type, on va déjà pouvoir rendre la donnée plus facilement accessible. Déjà en ayant une vitrine, et ensuite en ayant un modèle économique qui permet aux acteurs d'avoir confiance dans le système et de mettre leurs données en visibilité. Mais alors, c'est complètement data focus, si je peux dire, c'est vraiment sur les données, parce que le rapport d'Éric Bothorel, il porte aussi sur les algorithmes et les codes sources, et cette notion de géo commun, les entreprises, vous ne vous contentez pas de fabriquer de la donnée, hein, vous fabriquez de l'intelligence autour des données, et là, je ne peux pas m'empêcher de me dire qu'il y a quand même des marches qu'on loupe régulièrement. Les dernières annonces de la DGFiP qui expliquent qu'elle va surveiller les piscines illégales grâce à l'algorithmie de Google sur un fond orthophoto, alors qu'il y a 2 ans ou 3 ans, on faisait ensemble une table ronde avec Pickstart, petite start-up, il me semble, soutenue haut et fort par le CNES, qui faisait exactement ça. Et je suis sûre que si aujourd'hui je demande à des industriels de lever la main, qui sait faire, vous allez être nombreux à lever la main. Donc moi j'entends bien tous les discours, mais il y a un moment, il va falloir que justement que Eric et toutes les entreprises puissent vendre des choses à l'État, qu'on soit capable de l'acheter. Je travaille sur les sargasses et sur le monitoring des sargasses. On a des programmes qui sont super. Personne n'est capable de les acheter. Donc, il y a un moment, il va falloir avancer. Alors là, Françoise, tu sais que c'est aussi un de mes sujets. Bon, et tu as 2 minutes en plus pour répondre. Mais en 2 minutes... je pense qu'on a le sujet pour l'an prochain, en fait. Je pense qu'on fait tous ce constat-là, et comme tu l'as dit, on en a déjà parlé il y a 2 ans, et on en parle déjà depuis quelques années. Et ça fait le lien avec la question de cette alliance publique-privée. Finalement, quel doit être le rôle de la puissance publique sur ces sujets-là ? Et il y en a un, en tout cas, côté CNES, qu'on essaye de pousser. La puissance publique doit orienter, donner la direction, mais elle doit être aussi en soutien de l'investissement privé et accompagner l'émergence d'acteurs qui deviendront des champions et les champions de demain. Nous, on a quelques exemples qu'on peut mettre en avant dans le domaine de la donnée. On a des programmes d'accompagnement financier qui nous ont permis de faire émerger 2 acteurs qui sont devenus aujourd'hui des leaders mondiaux du sujet. Alors, excusez-moi des thèmes, hein, c'est peut-être pas le thème idéal pour aujourd'hui, mais il y a un acteur qui s'appelle Keros, qui est devenu le leader de l'analytics du monde du oil and gas et qui va devenir le leader, on l'espère, de tous les indicateurs gaz à effet de serre. Un autre qui s'appelle QuantCube, qui est devenu un leader de tous les indicateurs macroéconomiques, tout ça basé à partir de la donnée géographique. Et l'idée, c'est bien ça, c'est est-ce qu'il ne faut pas réfléchir à comment on réinvente un modèle qui permet d'avoir une alliance publique-privée, qui permet de pousser nos acteurs. Parce que comme tu l'as dit, c'est quand même aberrant de se retrouver dans une situation où on a, en France et en Europe, des acteurs qui sont capables de pousser ce type de service et qu'on finisse par, finalement, avoir un acteur comme Google qui profite de tout ce qu'on a mis en place pour, en plus, récupérer un contrat pour du service. Donc, non seulement ils accèdent à nos données, mais en plus, ils génèrent un service qu'ils nous font payer. C'est ça. Donc là, je pense qu'on a atteint un peu la limite du modèle. Non, il faut qu'on arrête avec l'époque, quoi. Enfin, c'est bien l'époque, mais quelle drôle d'époque, si je peux dire. Il faut qu'on aille plus loin. Je m'excuse, je vais te couper la parole parce que François et Alain n'ont pas encore parlé. Mais c'est intéressant que vous preniez la parole. Alors déjà, on va commencer par Alain, qui a bien écouté tout ce qu'on s'est dit. Et je voudrais peut-être en quelques minutes que tu nous dises comment
comment ça résonne de l'autre côté de la frontière? Est-ce que vous posez les questions de la même manière que nous, de façon très différente? Est-ce que vous avez trouvé, j'ai envie de dire, la martingale pour avoir des entreprises heureuses au service d'un intérêt général et qui collaborent avec le secteur public et une stratégie nationale de la donnée? Tu as 3 minutes. Merci. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'avoir invité votre petit voisin suisse. J'espère que je ne vais pas parler trop vite. Voilà, j'ai déjà pris 15 secondes. Je vais peut-être rebondir sur 2 choses. Monsieur Botorel qui a parlé qu'il était confiant sans être naïf. Sébastien Soriano qui a parlé de la souveraineté individuelle. C'est quelque chose qui a résonné en moi. Confiant mais pas naïf. Pourquoi je rebondis là-dessus? Parce que ça fait moi aussi plus de 35 ans que je suis dans le monde de la géoinformation. Ça fait 20 ans que je fais des efforts pour essayer de mutualiser les échanges entre les différents niveaux institutionnels en Suisse, à l'intérieur des gouvernements, entre les niveaux gouvernementaux, avec toutes les thématiques liées au territoire. Et voilà, j'ai pensé à ça en me disant, tiens, moi j'ai toujours dit, si j'avais pas été naïf en acceptant ce poste il y a 20 ans, je ne serais plus là. Voilà, je n'aurais pas accepté le poste si j'avais pas été naïf. Donc je pense que c'est un sujet qui demande un peu de naïveté. Puis la naïveté, je ne l'aperçois pas comme quelque chose de toujours négatif. Voilà, ça permet d'avancer. J'ai cette phrase qui me vient, qui dit, voilà, ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que ce n'était pas possible. Donc je pense que c'est souvent une question de volonté. On a souvent tendance dans le monde de la géoinformation à s'occuper de nos problèmes techniques, la technologie, ça ne va pas marcher, il nous manque les standards, il nous manque des choses comme ça, mais finalement, on oublie un peu l'humain. Et dans ce partage, dans ces échanges, dans cette facilitation de l'accès, ça a été dit aussi ce matin, l'humain joue un rôle très très important et la volonté de partager, c'est un des premiers éléments, mais je crois que vous avez des gens en France bien mieux que moi qui ont déjà écrit des rapports sur ces sujets-là. Voilà, cette naïveté finalement qui m'a amené à piloter la coordination finalement de la géoinformation en Suisse depuis 20 ans. On a commencé aussi il y a 20 ans à se poser la question, finalement quand on parle de géodonnées, c'est quelles géodonnées qu'on aimerait harmoniser, sur lesquelles on aimerait garantir certaines choses. On a discuté longtemps là-dessus. Est-ce qu'on peut écrire une loi qui porterait sur toutes les géoinformations, quelles qu'elles soient, d'où qu'elles viennent? Grand débat, grande discussion, il y a à peu près 20 ans. Et ça nous a amené à dire non, on ne peut pas. M. Botorel l'a mentionné, l'intérêt général ne se laisse pas définir aussi facilement que ça. Et on est obligé de descendre au niveau sectoriel, on est obligé de descendre au niveau thématique. Et c'est ce qu'on a fait. On a dit, on va s'occuper d'abord des données qui sont nécessaires aux différents niveaux étatiques pour accomplir leur mission publique. Et où est-ce qu'on trouve en tout cas les missions publiques en Suisse? C'est dans nos lois fédérales, nos lois cantonales, nos règlements communaux, etc. Donc on a été visiter toutes nos lois fédérales, toutes nos lois cantonales, toutes nos lois communales, règlements communaux, pour sortir la liste des milliers finalement de missions, de tâches publiques, pour l'accomplissement desquelles il fallait de la géodonnée. Et dans la majorité, cette géodonnée, elle était mentionnée dans les textes, elle est mentionnée dans les règlements. Alors bien sûr, à l'époque, on parlait de plans, on parlait de cartes, on parlait de choses comme ça, on parlait peut-être pas encore de données numériques, etc. Et on a pris l'option de faire une loi au niveau national dans laquelle on a fait la liste exhaustive de toutes les données d'importance publique pour l'exécution des missions publiques. Donc on a une loi avec ses ordonnances, avec une liste de 225 thématiques qui couvrent l'ensemble des problématiques, des politiques publiques qu'on dit à incidence spatiale. Et ça fait maintenant depuis 2007 qu'on met en œuvre cette loi au niveau national. Et qu'est-ce qu'elle demande, cette loi? Elle demande de rendre l'accès à ces 225 thématiques simple, facile, accessible, à un coût accessible aussi. À l'époque, on ne parlait pas encore de données gratuites. On y est arrivé aujourd'hui. Ça fait aussi 20 ans que je me bats pour l'open data. On y est arrivé à l'open data il y a une année, en tout cas définitivement en Suisse. Qu'elles soient décrites, qu'on sache qu'elles existent. On parlait de métadonnées. On a parlé de modèles de données.
Dans ces 225 thématiques, on en a aujourd'hui plus de 200 qui sont modélisées, donc pour lesquelles on a une vraie description de la structure que ces données géographiques doivent remplir. Et puis une obligation de les rendre accessibles, quel que soit finalement qui les produit. Mais il y a beaucoup d'acteurs privés qui les produisent? Alors, dans la gestion des réseaux, oui. Oui. Il y a des acteurs privés qui les produisent, mais une grande majorité chez nous les produisent sous mandat public, c'est des concessionnaires, donc ils ont une obligation légale de documenter et ils ont une obligation légale aussi de publier une certaine partie de ces données. Là, je rejoins Madame Touchet qui parlait de sécurité nationale et aussi de protection de données personnelles. Voilà un peu le chemin qu'on a fait en Suisse. Aujourd'hui, au niveau des usages, on a pratiquement 30 millions de visiteurs par jour ou d'utilisateurs de nos API, de nos géoservices qui vont taper dans plus de 1000 couches de données qui sont le résultat finalement de la mise en œuvre de ces 225 thématiques. On a des pics quotidiens pour notre pays de 10 millions d'habitants à 250 000 visiteurs. On a aussi eu des inondations et on a eu des pics journaliers à 250 000 visites. Donc il y a quand même des usages, il y a quand même un intérêt. Au niveau du téléchargement de la donnée, on a multiplié par 100 en 10 ans la quantité de données qui est téléchargée. On a multiplié par 50 en 5 ans la quantité, le nombre de visites et d'utilisateurs de nos géoservices. Donc il y a un vrai besoin, il y a des vrais usages qui sont là derrière. Maintenant, par rapport à ce que disait Sébastien Soriano sur la souveraineté individuelle, si j'ai encore une minute. Une petite minute. Une petite minute. C'est que, voilà, on parle de privé, on parle de public. Quand on parle de privé, on parle de l'économie, on parle des entreprises en général. Et moi, je pense que dans ce débat, et j'étais content de lire hier soir dans le rapport de M. Botorel que l'individu y trouve sa place. Et finalement, on a tendance peut-être un peu à oublier qu'en tant qu'individu, en tant que personne, nous sommes nous-mêmes des producteurs de géodonnées. Tous les jours, je produis de la géodonnée. Aujourd'hui, mon opérateur téléphonique sait tout à fait que je suis ici. Il sait que je suis ici avec vous, en plus. Il sait comment je suis venu. Voilà. Je paye un abonnement pour ça. Voilà. J'ai loué une voiture aussi qui m'a indiqué qu'elle était en train de capter des données. Cherchez l'erreur. J'ai loué une voiture aussi qui m'a dit qu'elle était en train de capter des données. Ok, d'accord. Bon, j'ai payé aussi pour louer la voiture. Et puis, un petit coup de gueule, c'est que dans ma commune, dans laquelle j'habite, ces grands opérateurs se proposent maintenant de s'installer comme prestataires de services pour la gestion du trafic, par exemple. Parce qu'ils ont des tas d'informations sur le trafic qu'il y a dans ma commune, combien de véhicules passent, comment les personnes se déplacent, etc., etc. Et voilà, ils viennent, ils disent, regardez, ça va être tellement plus simple si vous achetez nos données pour pouvoir améliorer la gestion du trafic dans votre commune. Et en tant que citoyen, contributeur, j'ai l'impression quand même de racheter mes données et de les repayer une deuxième fois. Bon, alors, merci. François, alors, on a vu le rôle, on a vu le rôle de l'État, on a vu le rôle d'un certain nombre d'espaces, d'associations, de structures qui permettent de rassembler des acteurs autour de thématiques, etc. Mais il y a une cellule de base, la région, les territoires. Donc, comment, pour les infrastructures de données régionales, comment ce nouveau rapport, comment tous ces débats sur les données d'intérêt général, sur l'intérêt général et les données géographiques qui peuvent le servir, est-ce que ça change quelque chose pour vous ou c'était juste, nous, ça fait 15 ans qu'on le dit, quoi. Bonjour, et d'abord merci de m'avoir invité à cette table ronde. Ça m'a permis de respirer pendant un moment sans masque. Voilà. Il ne nous reste plus que 7 minutes, hein, bon, je te signale. Je vais faire une grande inspiration. Effectivement, là, je représente les plateformes régionales, les IDG, les CRIG, les CRIG. Enfin, il faudra d'ailleurs peut-être qu'on trouve un nom à ces fameuses structures. Plus généralement, je représente les collectivités et les territoires qui utilisent de l'information géographique, et pas seulement.
Alors, il faut savoir que les IDG ont été conçus, alors non pas il y a 15 ans, mais il y a plutôt une vingtaine d'années, même 25 ans pour la RGD. Bon anniversaire. C'était juste histoire de me rajeunir. D'accord. Et notre rôle, à l'origine, ça a été de mutualiser de l'acquisition de données. C'était, il y a 25 ans, la grande époque de la numérisation du cadastre. Et plus généralement, maintenant, le rôle des infrastructures de données géographiques, c'est de structurer la donnée, l'héberger et la rediffuser aux utilisateurs en assurant un accompagnement technique et la formation des utilisateurs. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, c'est très important cet accompagnement. Donc je dirais que tout ce qui peut contribuer à améliorer la mutualisation, à apporter des nouvelles données sur ces infrastructures, bien évidemment on est preneur, mais comme tu le disais Françoise, ça fait déjà quelques années qu'on le fait. Simplement, je pense que ça va modifier la gouvernance de ces structures parce qu'il va falloir peut-être qu'on se remette à travailler de manière un peu plus étroite et plus coordonnée avec des acteurs nationaux, des services publics, qu'on se remette tous autour de la même table. Je peux peut-être aussi en 2 mots définir pour nous comment on conçoit la donnée d'intérêt général. Pour moi, c'est vraiment tout ce qui peut contribuer aux politiques publiques. Pour compléter le socle de données, typiquement, quand on regarde les données géographiques, tout ce que nous fournit maintenant l'IGN, que ce soit la BD Ortho, les données navigables, l'orthophoto à haute résolution. Il ne faut pas oublier la DGFiP qu'on a citée tout à l'heure, mais la base de travail des territoires, c'est quand même le cadastre, la RPCU, surtout dans les petites communes qui nous intéressent. Et donc, ces données, il faut qu'on puisse, maintenant qu'elles sont constituées et accessibles facilement au niveau national, il faut qu'on puisse les compléter avec des données thématiques pour s'adapter au territoire. Donc, ça peut être de la donnée de mobilité, comme le disait Alain, toutes les données des opérateurs de télécom, des données environnementales, des données touristiques. Et ça, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs, que ce soit publics, privés ou associatifs, qui pourraient fournir la donnée si on se structure comme il faut. Je vais reprendre l'exemple de la régulation du trafic routier, toujours avec la remarque d'Alain. Moi, je rappellerai qu'il y a 5 ou 6 ans, le site Inforoute du département de la Savoie est tombé en plein pendant les congés de Noël, au milieu des congés de Noël, tout simplement parce qu'ils avaient pris une licence sur les données du trafic routier de Google sans se rendre compte qu'au-delà du seuil de gratuité, Google fermait le robinet. Et je pense quand même que c'est pareil de ce côté-là. Il doit y avoir moyen de trouver des partenariats intelligents. Google ou les opérateurs de téléphonie, on a dit qu'on ne prononçait pas de nom d'opérateurs, disposent de données très intéressantes pour la régulation du trafic routier. Certaines collectivités, comme par exemple en Haute-Savoie ou en Savoie, disposent de budgets importants pour constituer des données de navigation, mobile mapping, qui peuvent servir à d'autres applications, mais il doit y avoir moyen de se retrouver pour faire un socle commun de bien meilleure qualité. Et puis enfin, je rappellerai que, toujours avec nos voisins suisses, on a un partenariat très prometteur au niveau de l'agglo de Genève, qui s'appelle le système d'information du territoire genevois, où chaque partenaire, chaque adhérent du SITG, quand on dit adhérent, c'est simplement tous les utilisateurs qui signent la charte, peuvent disposer des données de l'ensemble des usagers avec un organisme, une structure centralisée au niveau de l'État de Genève qui assure désormais ce qu'on appelle, on a travaillé avec le comité directeur du SITG sur la notion de tiers garant. Donc pour moi, c'est vraiment important qu'il y ait un organisme qui arrive à réguler cette acquisition de données, cette agrégation de données. Ça pourrait être l'IGN, peut-être le CNIJ, au niveau régional, à condition de décentraliser les décisions et de les adapter au tissu territorial en faisant du sur-mesure, ou on dit parfois de l'artisanat régional, pour s'adapter aux besoins des utilisateurs. Donc, merci beaucoup. Donc, si j'essaye de résumer, alors normalement c'est maintenant que le débat va commencer, vous avez compris, donc, mais il est l'heure de le clôturer, donc ça va être un peu compliqué. Mais je pense qu'il était important qu'on pose quand même un petit peu ces termes parce que je pense que ce sujet-là va occuper les acteurs de l'information géographique prise dans son sens le plus large possible, peut-être. On a des enjeux de définition. On l'a bien vu, on a des enjeux d'endroits où ça se négocie.
On a des enjeux de modèle économique, le financement par l'amont pour les grands programmes nationaux et ensuite la diffusion en open data, l'intégration des entreprises, trouver le bon modèle économique et puis soutenir les modèles économiques qu'on invente. Enfin, je veux dire, c'est un peu bête, mais il y a un moment, les entreprises, si elles n'ont pas de commandes, elles avancent pas. Et donc on voit bien que ce cadre de l'intérêt général, il peut être très porteur, qu'il y a encore pas mal de choses à régler, qu'il y a beaucoup de bonnes intentions. Donc maintenant, ça va être place aux actions, si je peux dire. Et donc on espère tous que l'an prochain, vous aurez des tas de projets concrets et de réalisations à nous présenter. Je propose qu'on prenne quand même le temps. Allez. Est-ce qu'il y a une question sur un sujet qu'on n'a pas du tout abordé? Tu veux réagir à ce que disait Eric? S'il n'y a pas de questions... Hein. Allez, vas-y, très vite, parce que après je vais me faire taper sur les doigts, moi. Non, mais simplement, Eric Talgott faisait remarquer de manière, je trouve, tout à fait pertinente qu'il ne faut pas opposer la volonté de la puissance publique, qu'elle soit nationale ou locale, à structurer un certain nombre de jeux de données et à les ouvrir, et la nécessité d'avoir un tissu industriel, bien évidemment, qui sache... contraire. Voilà, hein. Et donc, non, mais je le dis pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quand on dépense 60 millions d'euros pour produire un lidar France entière, l'essentiel de cet argent va dans des prestataires qui font voler les lidars, qui vont investir dans des infrastructures, dans de la compétence, en altimétrie 3D, en traitement des nuages de points, etc. Mais on a connu aussi une époque où, parce qu'il fallait que ce soit des appels d'offres européens, dans bien, etc., où finalement la commande pouvait partir assez loin de la France. Je regarde le présent. Moi, vous savez, il y a des gens, effectivement, il y a des grandes, on a bien entendu des grandes institutions publiques qui travaillent avec Google. Moi, je travaille plutôt avec OVH, avec Geofit, voilà. Donc, on est attentif à ça aussi. Ça fait partie du paysage. D'ailleurs, il y a aussi l'initiative du ministère de la Transition écologique sur l'achat avec la responsabilité environnementale, qui est, je pense, aussi un facteur qui peut aider à des retombées plus proches, effectivement, du donneur d'ordre. Oui, non, pas forcément le mot de la fin, mais je suis très conscient de tout ça et il n'y a aucun problème là-dessus. Ce que je disais simplement, c'est que nos entreprises ont de la valeur ajoutée et qu'elles cherchent à exprimer cette valeur ajoutée, tout simplement. Il y a des modèles économiques à trouver autour de tout ça. Si je pourrais juste conclure, parce que la FIGEO est à l'initiative de réfléchir un petit peu comment tout ça pourrait fonctionner comment tout ça évolue, parce qu'on se rend compte aujourd'hui, de toute façon, on a besoin de discuter ensemble, on voit bien que c'est un réel besoin, l'information géographique, on voit bien que c'est au cœur de toutes les problématiques. Et donc la FIGEO a commencé à réfléchir en faisant une espèce de pré-étude pour un peu savoir comment tout ça pourrait fonctionner, comment tout ça pourrait évoluer, et à l'initiative aimerait réaliser une étude un peu sur tout ce fonctionnement et comment tout ça pourrait avancer. Et pour ça, on a besoin de partenaires, des partenaires qui sont autour de cette table. Et je pense qu'on en a discuté, je crois, Jean-Marie en a discuté à la dernière réunion du CNIJ. Et ça serait de lancer cette étude qui permettrait un peu de comprendre comment ça fonctionne, quels sont les besoins de l'usager, et comment tout ça peut fonctionner ensemble pour que tout le monde s'y retrouve. Voilà, et je pense qu'aujourd'hui, vous avez raison, il ne faut pas s'opposer, il faut au contraire travailler ensemble pour avancer ensemble. Eh bien, merci beaucoup à tous. Donc, ce débat qui n'était finalement peut-être pas un débat, ou en tout cas un débat peut-être trop entre nous, on s'en excuse. Mais voilà, le sujet est tellement important et donc merci en tout cas à tous de vous être prêtés au jeu. Merci à tous.